Bonjour, merci d'être venu à ces rencontres patrimoniales. Je suis Georges Carasso, journaliste pour Le Particulier Immobilier. On va parler des résidences-services, des placements rentables, mais voir à quelles conditions ces placements sont rentables. Investir en résidence-service, une résidence étudiante, une résidence senior, qu'elle soit médicalisée ou pas, une résidence tourisme ou du tourisme d'affaires. Ces résidences ont de nombreux atouts, des rendements attractifs, 3,5%, 4% net, une fiscalité douce, celle des loueurs en meublé, LMP, LMNP, qui permet de générer des revenus non fiscalisés. Et puis le sous-jacent immobilier, évidemment, qui rassure également. Mais c'est un investissement qui a ses spécificités. L'investisseur signe un bail commercial avec un exploitant. C'est lui qui sera en charge de gérer la résidence, d'en assurer l'entretien, d'en assurer le remplissage. Et c'est lui qui verse les loyers. En cas de défaillance, c'est tout l'investissement qui est menacé. Il faut donc être très vigilant sur le choix de l'exploitant. Et on va essayer de vous donner les clés pour voir quels sont les bons critères de sélection quand on souhaite investir dans ce type d'investissement. Pendant 45 minutes, on va essayer de comprendre quelles sont les particularités de ce marché, vers quel type de produit s'orienter. Est-ce qu'on s'oriente vers du tourisme? Est-ce qu'une résidence senior est intéressante pour son cas personnel? Est-ce qu'on va acheter une résidence étudiante et là être sur un produit pur investisseur, par exemple? Quels sont les avantages de ces mécanismes? Quels sont les risques? En somme, comment réussir son investissement? Nous allons en discuter donc avec Dominique Ménigaud, directeur général adjoint du groupe Pierre et Vacances, Laurent Jourda, directeur commercial de Réside Études, et Guillaume Manchon, qui a remplacé au pied levé Jean-Philippe Carboni, responsable des partenariats banques institutionnelles pour Aegide Domitis. Alors, tout d'abord, on va essayer de voir ce que c'est qu'une résidence-service. Alors peut-être, Dominique Ménigaud, qu'est-ce que c'est qu'une résidence avec service? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Une résidence-service, c'est une résidence qui est décrite dans son nom, qui apporte des services, qui apporte à l'investisseur et aux utilisateurs un certain nombre de prestations qui vont de l'accueil, le petit déjeuner, le ménage, le linge de maison, et qui, ces contraintes ou ces caractéristiques sont régies par des cadres législatifs. Voilà. Et une fois qu'on rentre dans ce cadre-là, on peut se définir comme quelqu'un qui est propriétaire ou occupant d'une résidence classée service. Et donc les résidences-services, on va le voir, ça peut être des résidences étudiantes, des résidences de tourisme, d'affaires, des résidences seniors. On a l'image d'un produit rentable, je le disais tout à l'heure, 3,5-4%. Est-ce que les rentabilités diffèrent selon les produits? Par exemple, du tourisme au senior, à l'étudiant. Toujours vous, Dominique Ménigaud? Alors, la rentabilité, c'est un sujet qui est important parce que c'est facialement ce que regarde l'investisseur dans un premier temps. Comment nous, on le calcule, comment on est capable de dire, de déterminer la rentabilité que nous allons servir? On est purement et simplement sur un modèle qui repose sur une exploitation. On sait combien une exploitation peut générer de loyers issus de son cœur de métier, c'est-à-dire le remplissage de la résidence par des clients, que ce soit des touristes, que ce soit des personnes d'affaires ou tout autre profil. On a un entretien, une gestion, une organisation à faire fonctionner, et puis on est dans un groupe ou une structure qui a vocation pour perdurer à gagner de l'argent. Donc une fois qu'on a calculé tout ça, on sait combien on peut servir. Ça a un prix, l'immobilier, on ramène le loyer que nous pouvons servir au prix de l'immobilier et ça nous donne le pourcentage proposé aux investisseurs. Alors c'est variable en fonction de différents critères, c'est variable en fonction de la saisonnalité. Vous avez des résidences qui sont ouvertes 365 jours par an, vous avez des résidences qui ont une saisonnalité liée au tourisme, vous avez des résidences qui ont un prix de foncier qui est totalement différent l'une de l'autre, et donc en fonction de ça, on a une rentabilité qui n'est pas identifiée et unique pour toutes les résidences, mais qui est vraiment calculée modèle par modèle. Alors, pour le tourisme, il y a vraiment des modèles très différents. Si on prend
Typologie par typologie, Laurent Jourda, est-ce qu'il y a une rentabilité différente en résidence senior, en résidence étudiante, en résidence d'affaires? En fait, on analyse, nous, nos résidences. Pour nous, j'allais dire, presque peu importe le support. Nous, on a la particularité d'être sur 3 marchés qui peuvent sembler ne rien avoir à voir les uns avec les autres. Nous, on a commencé il y a 26 ans par des résidences étudiantes. Aujourd'hui, c'est un marché sur lequel c'est un marché mature, c'est-à-dire que l'offre et la demande s'équilibrent à peu près. Donc, il faut être particulièrement vigilant quand on choisit ce type de marché sur la qualité du gestionnaire, son historique et l'emplacement, comme souvent en immobilier. Nous, on a la particularité sur les 3 secteurs, c'est-à-dire appart-hôtel, étudiant et senior, d'être le plus urbain possible. C'est-à-dire on se targue d'être le leader des résidences gérées en milieu urbain. Et la rentabilité, effectivement, sur un marché mature, elle est très facile à calculer. Comme disait Dominique Ménigaud, c'est un loyer que le gestionnaire que nous sommes est capable de verser raisonnablement. Et ça va dépendre évidemment du coût d'achat du foncier et de la profondeur du marché qu'on a en termes locatifs. Pour donner des exemples précis de chiffres, évidemment, à Paris, quand on est, comme c'est notre cas, sur une résidence dans le 12e arrondissement intramuros, on va servir 3,50 de rendement. Et quand on est sur une résidence senior sur une ville de province, généralement, on va être entre 4,25 et 4,5%. Donc le coût du foncier explique l'écart qu'on a entre les différents marchés. Donc c'est davantage l'emplacement que la typologie du bien? Étudiants, tourisme. Oui, senior. parce que bon, même s'ils ont des caractéristiques très différentes, les 3, je dirais que l'étudiant et le senior dans une moindre mesure sont aidés, c'est-à-dire le locataire étudiant bénéficie bien souvent de ce qu'on appelle une APL. Les seniors aussi bénéficient des aides au logement puisque c'est leur résidence principale quand ils rentrent dans une résidence senior chez nous. Après, c'est vrai que le modèle appart-hôtel qui n'est pas sponsorisé entre guillemets par des aides, reste quand même certainement le plus rentable. D'ailleurs, c'est dans ce domaine-là que nous faisons notre plus gros chiffre d'affaires. Mais bon, il répond à des caractéristiques. Plus rentable parce qu'en termes, on est autour de 4-5% plus facilement, 5%? Non, je parle pas à la limite de la rentabilité servie à l'investisseur, mais du loyer qui est encaissé par le gestionnaire. Après, il y a des aléas. Bon, nous, on n'est pas sur des aléas saisonniers puisque on ne fait pas de tourisme, donc on est uniquement sur ce qu'on appelle les appart-hôtels. Voilà, c'est les caractéristiques principales de ces marchés. Si on prend le cas des résidences seniors, il y a des particularités, parce que évidemment c'est un produit d'investisseur, mais c'est aussi un produit qu'on peut habiter. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel type de rentabilité, puis comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut l'habiter à n'importe quel moment? Enfin, comment ça fonctionne concrètement les résidences seniors de ce point de vue-là? Bien sûr. Donc les résidences services seniors, en fait aujourd'hui c'est un marché en très fort développement, effectivement avec le vieillissement de la population que l'on connaît. Aujourd'hui, les rentabilités que nous servons sont de l'ordre de 4 à 4,50. Effectivement, tout va dépendre un peu aussi des emplacements sur lesquels nous allons. Nous sommes situés toujours sur des environnements résidentiels et avec proximité de commerce. Donc, des lieux d'habitation complètement adaptés aux seniors qui vont rechercher effectivement des prestations un peu spécifiques avec des services. Donc, c'est une clientèle de seniors autonomes. Là aussi, c'est important de le dire. On n'est pas dans le cadre d'une EHPAD. Et pour le sachant, le résident en fait va rechercher à habiter dans un appartement classique, mais avec un ensemble de services au pied de sa résidence, donc avec des locaux d'exploitation développés dans les parties basses, donc le rez-de-chaussée de toutes les résidences. D'accord. Je parlais de fiscalité tout à l'heure. Une des spécificités de ce type d'investissement et de pouvoir générer des revenus nets d'impôts. On n'est pas sur la fiscalité des revenus fonciers, c'est la fiscalité du loueur en meublé, par exemple. C'est un des choix qu'on peut faire quand on investit en résidence-service. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu quel est l'avantage de ce type d'investissement? Puis à partir il y a des tickets d'entrée, enfin des niveaux de revenus, à partir de quel revenu on peut bénéficier de quelle fiscalité? Loueur en meublé professionnel, non professionnel? Alors, il y a déjà un point de départ qu'on a une tendance naturelle à oublier, c'est que sur les résidences-services, celles qui sont commercialisées dans le cadre d'un bail commercial meublé,
il y a une première économie d'impôt, c'est la récupération de la TVA. L'investisseur qui va devenir propriétaire va financer son acquisition à hauteur du prix hors taxe. En règle générale, les gestionnaires se chargent ou les promoteurs se chargent le jour de la signature, en tout cas c'est notre cas, le jour de la signature notaire, de financer la TVA pour le compte de l'acquéreur et il finance son hors taxe. Donc c'est pas vraiment une économie d'impôt parce qu'elle est payée sur les loyers, mais c'est l'exploitant qui le prend à sa charge. Voilà. C'est pas vraiment une économie d'impôt. Il y a deux niveaux de TVA. Il y a la TVA sur l'investissement. J'achète un bien qui coûte 240 000 euros TTC. Je vais le financer 200 000 euros. Les 40 000 euros, c'est la TVA qui est avancée par le promoteur le jour de la signature notaire. L'investisseur a une contrainte qui est une fausse contrainte généralement parce que la contrainte, c'est de conserver son bail, enfin son bien en gestion pendant 20 ans. La TVA est récupérée en 20e. Cela dit, pourquoi je dis que c'est une fausse contrainte, c'est que lorsque le propriétaire souhaite revendre, généralement il revend à un nouvel acquéreur qui va signer, qui va continuer le bail qui est en place, et donc le calcul des 20e se reporte sur le nouvel acquéreur. Donc il n'y a pas de reversement mathématique de fait à ce moment-là. Et vous avez raison, il y a le deuxième élément, c'est la TVA sur les loyers à 10%, où là, quand on parle de rentabilité, c'est un élément important. Quand on parle de rentabilité à 3,80, 4% ou plus, on parle en hors taxe. C'est-à-dire qu'il y a une TVA qui est en plus calculée sur ce loyer, mais comme elle est reversée au fisc, on n'en tient pas compte dans les calculs de trésorerie ou dans le calcul de rentabilité. Un mot sur le meublé. Deux avantages. Le cadre du Censi Bouvard qui permet, lorsqu'on prend l'engagement de louer pendant 9 ans ferme à un exploitant unique, de bénéficier d'une réduction d'impôt qui est simple, c'est calculé à hauteur de 11% du prix d'acquisition hors taxe, frais de notaire inclus et frais inclus, divisé par 9 années. Voilà, 300, ça fait 33 000 euros maximum, divisé par 9 ans, qui s'impute directement sur le chèque qui est fait au fisc. Et donc, on réduit à ce moment-là le montant payé aux impôts. Et il y a un deuxième avantage, qui est l'avantage du régime du BIC, le loueur en meublé non professionnel, qui lui est certainement l'avantage qui, à mes yeux, est le plus important, tout simplement parce qu'il permet d'amortir jusqu'à 90% de la valeur de son bien hors taxe sur les revenus perçus de son opération. C'est extrêmement simple. Je vais faire un exemple calcul pratique. 200 000 euros hors taxe, 90% du prix 90% de ce prix hors taxe, ça fait 180 000 euros. 180 000 euros d'amortissement qui seront imputés sur les loyers perçus. Pour faire très simple, si vous payez cash l'investissement, eh bien, vous allez économiser sur la période de détention 180 000 euros d'impôts sur ces revenus perçus. Quoi qu'il aurait été fait par ailleurs, ça aurait été soumis à une tranche fiscale et aux contributions sociales généralisées. Donc ça, c'est le régime du réel ? Absolument. Au-delà de 23 000 euros de revenus par an, de recettes locatives sur ces résidences-services, et si ça constitue la majorité des revenus, on passe en loueur meublé professionnel. Et là, c'est plus intéressant encore. Est-ce que vous pouvez rapidement nous dire Alors, c'est plus intéressant et c'est aussi plus rare d'avoir, en tout cas dans notre quotidien à nous, je regarde mes collègues si l'avis est partagé, parce qu'il fut un temps où c'était soit 50% des revenus ou 23 000 euros. Là maintenant, c'est le cumul des deux, et ce qui veut dire qu'il faut avoir des revenus faibles par ailleurs pour justifier de cette quote-part de revenus issus du meublé. Mais si on rentre dans le cadre on rencontre des clients qui ont cédé leur entreprise, qui n'ont plus forcément de revenus, qui ne sont pas encore dans le cadre des retraites, donc qui se trouvent dans le moment un peu vide entre le moment où ils sont salariés et le moment où ils vont toucher leur retraite sur laquelle ils ont cotisé pendant de nombreuses années, et bien là, il y a quelques avantages supplémentaires. C'est que les frais, et pas négligeables, c'est que les frais liés à l'opération d'acquisition peuvent remonter sur le revenu imposable et là, créer un déficit. C'est-à-dire que je remonte mes frais liés à mon acquisition, frais de notaire, des frais de commercialisation, et je les impute sur mon revenu imposable. J'économise donc ma tranche fiscale. Des avantages en matière de revente qui est exonéré de plus-value au-delà d'une détention de 5 ans et une transmission qui est également facilitée puisque le LMP permet de transmettre à ses ayants droit dans des conditions extrêmement privilégiées. Voilà. Aujourd'hui, pour être très honnête, c'est une part beaucoup plus faible de notre marché, mais elle existe
réellement. Mais si on prend le régime du loueur en meublé dans son ensemble, c'est un régime qui fiscalement est très intéressant. Vous parliez du Censi-Bouvard tout à l'heure, 11% de réduction d'impôt. C'est calculé différemment, c'est une réduction d'impôt comme le Pinel. Est-ce que finalement c'est toujours intéressant de faire du Censi-Bouvard? Et là je vais peut-être me tourner vers Laurent Jourda. 11% d'impôt en Censi-Bouvard contre 18-21% en Pinel. En fait, il y a juste une précision, Pinel, donc l'investissement dans le logement neuf pour 9 ou 12 ans avec des conditions de location, voilà. Et sans les meubles. Mais... Alors c'est vrai que souvent la première motivation des gens qui viennent nous voir, c'est réduire leur pression fiscale. Donc face à Pinel, qui semble avoir le vent en poupe en ce moment, en tout cas on en parle beaucoup dans les médias. Donc nous on s'est penché sur la question. Puisque le Censi-Bouvard, c'est vrai, si je simplifie, c'est notre Pinel à nous, et moins puissant fiscalement parlant. Donc on a fait tout simplement des calculs. On a des simulateurs, on travaille tous à peu près avec les mêmes outils pour vraiment regarder ce qu'il en est en termes d'efforts financiers, de résultats au terme. Et déjà, la première indication, c'est que beaucoup de nos investisseurs, quand ils viennent nous voir en disant bah, « moi, je vais réduire mes impôts, donc Censi-Bouvard », une fois qu'on leur explique le système du LMNP, bien souvent, ils changent d'avis. Et ils finissent par faire donc un amortissement qui est fiscalement, quand même, sur le long terme, plus intéressant. On a quand même encore quelques irréductibles de la réduction d'impôts. Ça représente chez nous à peu près 15% des ventes, donc c'est faible. Mais si on se compare à Pinel, puisque nous ne faisons pas de Pinel, on a fait ces fameuses comparaisons, même sur des périodes qui peuvent sembler être extrêmement courtes, comme 9 années, grâce au fait, il n'y a pas de magie, c'est-à-dire que d'un côté, vous avez plus de réduction d'impôts, mais vous avez des contraintes de rentabilité de loyer qui sont quand même extrêmement fortes en Pinel, qui excluent d'ailleurs les meilleurs emplacements, pour parler clairement. Donc on rattrape la réduction d'impôts que les gens ont en Pinel, avec le meilleur rendement. Donc moi je préfère avoir, en tant qu'investisseur, un rendement plus fort sur un loyer qui est libre en plus. On n'est pas contraint par des plafonds de loyer, avec une rentabilité qui est quasi garantie en termes financiers, et aucun souci de gestion. C'est-à-dire que je signe un bail commercial avec un exploitant pour 9 ans ou plus, et après, à la limite, je ne m'en occupe plus du tout. Je ne m'occupe plus Je peux aller aux réunions de copropriété, puisqu'on reste sur un investissement immobilier, on est propriétaire d'un appartement ou d'un investissement. Donc on en garde les caractéristiques, mais on a quand même beaucoup moins de contraintes. Donc sur 9 ans, déjà, on rattrape, même on commence à dépasser Pinel. On a fait le même calcul sur 20 ans, et là, les écarts commencent à être significatifs. Voilà, donc on se tient à votre disposition si vous voulez qu'on étudie vos cas particuliers. On le sait, les résidences-services sont assises sur des besoins, notamment résidences seniors. Vous parliez du vieillissement de la population, mais est-ce qu'on n'a pas trop construit? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'offres? Et du coup, ce qui rend difficile le remplissage et assurer cette rentabilité. Oui, tout à fait. Effectivement, une rentabilité ne peut exister qu'à travers une exploitation complète et réelle des résidences. Donc de ce fait, il se trouve que le marché du senior est un marché effectivement qui est très actif. Il faut savoir qu'il y a eu historiquement beaucoup de maisons de retraite qui sont devenues des EHPAD avec le temps, qui ont été transformées. Ce qui a créé aussi une pénurie en termes d'équipement de maisons de retraite, il faut le dire très clairement. Aujourd'hui, on a un marché qui est très demandeur, aussi bien en termes d'utilisateurs que d'investisseurs. Et on se retrouve aujourd'hui avec une forte demande auquel il est difficile de faire face. Très clairement, lorsqu'on ouvre une résidence, ou que ce soit, on a, lors des journées d'ouverture, toujours une population qui vient se renseigner, mais également en termes d'investisseurs, mais également en termes de résidents, donc qui, en fait, souhaitent venir sur des résidences sur lesquelles on a déjà, des fois, un remplissage effectif important. Donc le taux d'occupation, c'est un élément important dans la prise de décision sur un produit meublé, et effectivement, la nature du gestionnaire est aussi un point important à observer. On vient de parler du senior. En tourisme, il y a aussi cette problématique. Il y a effectivement beaucoup de besoins. La France, première destination touristique au monde. Mais on a beaucoup construit, trop construit peut-être, avec quelques problèmes aussi de résidences qui ne fonctionnent pas. Comment
comment un investisseur peut être vigilant sur ces questions-là? Qu'est-ce qu'il faut regarder? Alors je crois qu'on a un point commun entre, quand on parle de seniors et de tourisme, le choix du site, de l'emplacement et de ce qui est l'élément fondamental dans le métier de l'immobilier, c'est la demande locative. Parce que la demande locative est le reflet d'un vrai marché. Ce sont les occupants qui vont permettre de payer les loyers. Et c'est aussi derrière l'activité d'un marché secondaire. Donc la demande locative est très très importante. Dans le tourisme, il y a une particularité, c'est vrai que vous touchez du doigt un sujet sensible et important. Il y a eu, et ce qu'on ne vit plus aujourd'hui parce qu'on tire forcément enseignement d'expériences passées, il y a eu parfois dans certaines zones géographiques, qu'elles soient côtières ou de montagne, surabondance de stock. C'est-à-dire qu'on a vu, nous concrètement, je pourrais vous citer quelques exemples très concrets, lorsqu'on s'implantait quelque part, et bien forcément derrière, il pouvait se produire une génération spontanée de création de résidences services avec des gestionnaires qui n'étaient pas forcément sur le fond des gestionnaires de métier. Et on a pu se trouver dans des situations où des stocks étaient parfois trop importants et on se retrouvait avec ce qu'on appelle des lits froids, c'est-à-dire des lits qui ne sont pas remplis, qui ne sont pas loués, ce qui peut poser une vraie problématique. Aujourd'hui, la vision, elle est extrêmement précise. La stratégie d'investissement, que ce soit en ce qui nous concerne dans le groupe Pierre et Vacances Center Parks, nous avons différentes marques. On a des seigneuriales pour les seniors actifs. Et là, sur ce sujet, c'est vrai que c'est un vrai sujet important dans le choix du site. Et on y veille particulièrement en ayant, si possible, 50% de propriétaires occupants et 50% d'investisseurs qui vont louer leurs biens. Donc on a une mixité, on n'est pas 100% sur des investisseurs dans la résidence. Le choix du site est stratégique, quel que soit le lieu. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un recentrage sur le métier du tourisme qui est fait. Et en ce qui nous concerne très clairement, on n'a plus que quelques axes directionnels. Le centre-ville, avec la marque seigneuriale en ville, où là on est présent pour les investisseurs sur des centres urbains où il y a un certain nombre de commodités, de transports et de services, où il n'y a pas déjà une présence trop forte de résidences similaires, et on est sur des tailles de résidences de 75, 80, 90 logements, on n'est pas sur des gros porteurs. Et en ce qui concerne le tourisme, on se trouve sur des résidences tourisme d'affaires en ville, qui se positionnent sur des lieux où il y a une demande forte, et ce sont des résidences qui sont ouvertes 365 jours par an, et après sur des marques qui sont plus positionnées sur des logiques de haut de gamme, ou alors d'industrie touristique, qui sont des porteurs touristiques qui fonctionnent également 52 semaines par an, où on évite l'effet saisonnier au maximum, qui peut poser parfois quelques tracas. On présente souvent ce produit comme un produit de rendement, mais finalement, est-ce que c'est un bon critère de sélection, Laurent Jourdain? J'ai l'impression d'abord l'emplacement, l'exploitant, et finalement le rendement c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est pas ce qu'il faut regarder en priorité. Disons que c'est ce qu'il faut regarder, mais au-delà du chiffre affiché, il faut regarder ce qu'il y a derrière le chiffre. Et ça, les réponses, vous les avez dans le bail. Le bail commercial, c'est ce qui va régir votre relation avec la société qui va payer le loyer. Et là, c'est important parce que si on peut afficher, par exemple, un rendement à 4,5, ça a l'air très alléchant, mais il faut d'abord regarder par rapport à quoi et calculer ce 4,5. Est-ce que c'est mobilier inclus ou hors mobilier? Donc c'est le premier élément. Et après, s'intéresser aux charges. Il faut regarder aussi si c'est un bail net de quoi, donc notamment les charges d'entretien, les charges qui habituellement peuvent incomber aux propriétaires, comme les assurances propriétaires non occupants ou des choses comme ça. Alors nous, on a pour habitude de prendre toutes ces charges à notre charge, c'est la charge de l'exploitant, et de considérer le renouvellement du mobilier comme de la charge d'entretien, parce que ça aussi c'est important. Quand vous achetez du mobilier, donc, puisque c'est un loueur meublé, il faut quand même s'intéresser déjà au coût de ce mobilier, et après qui va payer, renouveler pendant le bail et au terme du bail. Donc j'ai envie de dire oui, le rendement, mais il faut creuser dans le bail les éléments constitutifs de ce rendement, c'est évidemment très important. Et le bail, il faut évidemment, dès le contrat de réservation, avoir le bail en main, puisque c'est là, et ne pas le découvrir comme c'est parfois le cas au moment de signer l'acte chez le notaire.
Monsieur Ménigaud, autre chose sur ce sujet par rapport ce qu'il faut valider dans le bail, ce qui est vraiment le cœur du sujet, je pense, sur les résidences-services. Je rajouterais 2 éléments ce qui nous concerne. Nous, la stratégie, c'est de dire qu'il y a le locataire et celui qui verse le loyer, c'est le groupe qui est derrière. Ce ne sont pas des structures dépendantes ou indépendantes, c'est le groupe qui est en première ligne en tant que locataire et donc qui garantit le loyer. Il n'y a pas de société parallèle ou autre, c'est vraiment le groupe Pierre et Vacances Center Parks qui est en frontal. Il y a un deuxième élément, et ça aussi c'est l'expérience du passé. Nous, on a pris une décision en 2007. On a pris une décision qui était commercialement certainement difficile à faire passer. C'est de dire, parce qu'il fallait faire un peu plus de pédagogie, c'est de dire que lorsqu'on fait signer un bail de 10 ans à nos propriétaires, on prévoit, en tout cas on essaye de prévoir l'intégralité de ce qui peut se passer. C'est-à-dire que pendant les 10 ans, il n'y a pas de charge d'entretien ou de fonctionnement. Au bout de 10 ans, on sait très bien que dans le monde dans lequel nous sommes, dans le tourisme ou même dans la gestion, quelle qu'elle soit, d'un parc immobilier, il y a des évolutions. Il y a des évolutions qui sont pas simplement des évolutions de décoration, mais qui sont parfois des évolutions structurelles, qui sont quelles sont les attentes d'un locataire qui vient passer des vacances dans une résidence, quelles sont les attentes que nous aurons demain d'un homme d'affaires qui vient passer 6 mois dans une résidence urbaine. Et donc on a décidé d'intégrer dans le bail le montant des travaux de remise à niveau qui seront au maximum à payer par le propriétaire. On a décidé de les écrire noir sur blanc. Donc c'est-à-dire qu'au départ, l'acquéreur sait combien il touche de loyer. Il a un loyer qui est différent d'une résidence à l'autre puisqu'il est calculé sur la performance de chacune des résidences. Et il sait très bien, dans 10 ans, ce qu'il aura au maximum à payer pour remettre à niveau son parc immobilier. Après, il fait le choix. Il achète pas. Mais s'il achète, il sait très bien ce qu'il faut prévoir et ce qu'il faut anticiper dans son opération. Et ça, je dois dire que plus qu'une notion économique, c'est une notion de transparence vis-à-vis de nos acquéreurs qui n'était pas forcément le cas il y a 15 ans où on se disait, bon, bah, de toute façon, l'immobilier, c'est vrai que dans le tourisme, je peux vous dire une chose, c'est qu'il y a 15 ans, les gens venaient en vacances dans des résidences de tourisme. Ils faisaient un chèque en blanc à notre marque ou au Club Méditerranée ou à qui ils voulaient, ils achetaient la marque. Là, aujourd'hui, les gens veulent à minima ce qu'ils ont chez eux et, si possible, mieux que ce qu'ils ont chez eux. Donc, on doit se tenir en permanence up-to-date dans la gestion du parc immobilier. Donc, ça, on a décidé de le mettre noir sur blanc et d'éviter toute forme de surprise. Alors, se renseigner sur les travaux, sur le mobilier, sur les charges aussi. Les résidences seniors sont souvent des résidences avec beaucoup de services. Ça a un coût. Comment c'est inscrit dans le bail? Et on a parlé tout à l'heure de résidences nouvelle génération. Qu'est-ce qui change aujourd'hui avec les résidences par rapport à il y a 10 ans où il y avait un vrai problème de paiement des charges? Alors tout à fait, je pense qu'il est bien de rappeler l'historique puisque les résidences appelées ancienne génération étaient des résidences dans lesquelles l'investisseur, bien sûr, payait les charges de copropriété classiquement dans sa résidence, sur lesquelles il avait investi, bien sûr, mais au-delà de cela, il payait aussi les charges liées aux services consommés par le résident qui était son locataire. Donc effectivement, ce système fonctionnait tant que les résidences étaient pleines, je dirais, le taux d'occupation optimum, mais évidemment, dans le cas inverse, vous imaginez bien la problématique où vous vous retrouviez en tant qu'investisseur avec des charges importantes de l'ordre de 1 000 € par mois, par exemple, pour un appartement. Donc effectivement, au-delà du problème de liquidité potentielle, c'était un mauvais investissement, très clairement. Donc chez Domitis, nous avons développé uniquement des résidences de nouvelle génération sur lesquelles les services consommés par les résidents sont réglés directement par les résidents à Domitis qui est exploitant, tout simplement. Donc l'investisseur n'a qu'à régler les charges lui incombant et pour le détail, les charges de copropriété sont directement payées là aussi par l'exploitant Domitis dans le cadre du bail commercial qui est mis en place avec l'investisseur. Je pense que ce qui est important aussi d'expliquer, c'est que nous fonctionnons également sur on parlait tout à l'heure, effectivement, la mutualisation du fonctionnement des résidences. C'est-à-dire qu'une résidence qui est en ouverture est une résidence qui va forcément monter en puissance jusqu'à avoir un taux d'occupation optimal.
Et cela, elle va être accompagnée par différentes mesures en commercial, mais au-delà de cela, c'est un fonctionnement d'exploitation qui va se retrouver mutualisé avec les résidences qui sont déjà ouvertes et en vitesse de croisière. Donc au final, nous avons en fait une mutualisation qui s'opère au niveau national. Voilà, donc en fait, de ce fait, on a forcément une garantie d'être réglé des loyers qui sont en plus prévus par le bail commercial. Vous abordez un sujet que vous aviez abordé tout à l'heure, avec qui on signe le bail. C'est un sujet primordial. Est-ce qu'on signe le bail avec un exploitant qui a 50, 60 résidences, une envergure nationale, ou avec la résidence Les Marronniers de je ne sais pas quelle ville. Donc ça, c'est vraiment très important de vérifier dans le bail avec qui on signe, parce qu'il y a une question de mutualisation, peut-être, Laurent Jourda. Chez Résidétudes, c'est très simple. Sur les 3 marchés, que ce soit senior, étudiant, appart-hôtel, on gère 23 000 logements et le bail, pour chacun même des marchés, que ce soit étudiant, c'est le même. C'est le même document. La société qui verse les loyers, c'est Résidétudes Services Gestion, qui est la société holding qui chapeaute tout le groupe, toute la partie gestion du groupe. Donc effectivement, il y a la sécurité d'être sur la couche principale et unique, j'ai envie de dire, de la société, donc du groupe Résidétudes. Ça donne une solidité qui vient tout simplement de la mutualisation du risque. C'est facile à comprendre. Donc effectivement, je rejoins mes collègues, il faut être très vigilant sur la qualité de signature de la société avec laquelle vous signez le bail. Donc depuis quand elle existe, quel est son capital social, voilà, qui en sont les actionnaires, quelle est la politique du groupe sur le long terme. Hein, il ne faut pas s'intéresser aux 5 dernières années, il faut regarder sur ce qui s'est passé sur la période la plus longue possible. Et c'est comme ça qu'on peut prendre la meilleure décision pour pérenniser son investissement. Donc, vérifier l'historique de l'exploitant et puis voir les résidences qui sont gérées et sa réputation également. On le voit, les clauses du bail sont très importantes, on l'a dit. C'est le document clé de cet investissement. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de le faire relire par un avocat? Est-ce que, concrètement? Alors, chacun de nos clients est totalement libre de faire relire par qui il veut ces documents avant de prendre une décision. Il y a déjà un élément, une étape incontournable, c'est le notaire. Toutes ces acquisitions sont signées, c'est un acte de propriété signé devant un notaire, et je peux vous dire qu'aujourd'hui, les notaires sont extrêmement pointilleux, lisent en détail tous les documents qui sont remis à nos clients, et il y a déjà un travail de fond qui est fait avec le notaire. Après, se faire entourer, accompagné d'un homme de loi, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Au contraire, ça permet, vous savez, c'est une opération immobilière. Une opération immobilière, c'est une opération qui s'entend sur le long terme. Avant de signer, avant de la faire, il vaut mieux être totalement clair dans sa tête et se dire qu'on a tout regardé, et même quitte à prendre un petit peu plus de temps et se faire accompagner. Il y a un élément effectivement déterminant dans ce type d'acquisition, c'est vous avez 2 cœurs de métier dans ce que nous faisons. Il y a la promotion, la construction, et il y a l'exploitation. Il faut bien regarder pourquoi vous avez en face de vous quelqu'un qui vous propose un produit immobilier et quelle est sa vocation. Il est clair que chez nous, l'enjeu premier n'est pas de faire de l'immobilier pour faire de l'immobilier. Tout ce qui est vendu à des investisseurs particuliers a une vocation, c'est de se retrouver dans un catalogue locatif. Et depuis 1967, c'est notre cœur de métier, on vend des vacances, du séjour urbain ou d'autres choses, mais on fait de l'exploitation. Sur un chiffre d'affaires d'1,4 milliard du groupe, vous avez pratiquement 1,180 milliard d'euros qui viennent de l'exploitation du tourisme. Donc c'est notre cœur de métier. Donc il faut bien se dire qu'à partir du moment où on va faire une résidence quelque part, quelle que soit sa marque, l'objectif de cette résidence, c'est d'être exploitée sur le long terme par la structure d'exploitation du groupe. Donc ça, c'est un élément de réassurance et qui n'évite pas d'aller voir un avocat, je reviens sur ce que vous disiez à l'instant, mais qui doit être un élément déterminant dans le choix, c'est quelle est la vocation première de la structure que j'ai en face de moi. Excusez-moi, je coupe, mais le document lui-même n'est pas facile à lire, donc c'est important quand même de...
Alors, il y a quelques clauses qui sont effectivement toujours un peu complexes parce que c'est juridique, mais dans les grandes lignes, on comprend tout de suite qui est celui qui paye les loyers, on comprend tout de suite quel est le calcul du loyer, quel est le calcul des charges et comment ça se passe. Mais encore une fois, les notaires font ça admirablement bien et généralement, le client passe par son notaire pour être totalement conforté sur son opération et son notaire de famille, en l'occurrence, ira dans les toutes petites lignes. Très bien. Vous parliez du bail. Le bail est signé sur une durée de 9, 10, 11, 12 ans. Ça dépend des exploitants. Qu'est-ce qui se passe au renouvellement du bail? Est-ce qu'on repart sur les mêmes bases? Est-ce qu'il peut y avoir des changements? Est-ce qu'il peut y avoir une baisse de loyer en fonction de l'exploitation de la résidence? Comment ça fonctionne? Alors, on part sur un bail ferme de 10 ans, pendant lequel le loyer est garanti. Il est indexé sur l'indice IRL, donc on est calé sur un indice qui correspond à l'indice des loyers. Et au bout de 10 ans, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, déjà, pour remettre les choses en perspective, une exploitation touristique pour un groupe comme le nôtre ne s'entend pas sur 10 ans, elle s'entend sur une durée beaucoup plus longue. Et donc notre objectif à terme, puisque nous sommes sur un bail commercial au sens premier du terme, c'est au bout des 10 ans de faire un bilan de l'exploitation, du résultat de la résidence et de ses comptes, et de proposer à nos propriétaires soit une continuité tacite du bail en cours, soit de lui proposer un bail calculé sur la performance de la résidence en tant que telle. D'où l'importance, et c'est aussi pour ça que chez nous, il y a eu un recentrage majeur sur des localisations géographiques et même sur des marques, d'où l'importance au départ de faire un choix stratégique sur le programme, le site, l'emplacement et sa pérennité que l'on en attend. Laurent Jourdain, sur le renouvellement du bail? Nous, c'est simple. Bon, je souscris évidemment à ce qui vient d'être dit, mais je dirais que l'historique parle pour nous. En 26 ans d'existence, on n'a jamais renouvelé un bail à la baisse sur une résidence. Donc ça, c'est un fait. On a même repris en gestion, parce que vous savez, malheureusement dans notre métier, il y a des gestionnaires, c'est comme dans toute profession, il y a des gens qui font ça, qui font les choses plus ou moins bien. Tous les ans, on est amené à reprendre en gestion des résidences qui ont été malheureusement abandonnées par des investisseurs. Alors à ce moment-là, on découvre parfois que les loyers proposés n'étaient pas du tout en adéquation avec ce qu'était capable de rendre le marché sur le site. Mais voilà, nous, en renouvellement, notre histoire, Résid Études, c'est la poursuite dans les mêmes termes que le bail initial. Voilà. Monsieur Manchon? Alors, pour ce qui me concerne, pour 2010, je peux parler effectivement, le renouvellement des baux est systématique sur l'ensemble de nos résidences, puisque aujourd'hui, sur une cinquantaine de résidences, nous avons renouvelé systématiquement les baux aux conditions existantes, c'est-à-dire loyer bien sûr indexé pendant toute la phase d'exploitation sur l'indice IRL non plafonné, mais au-delà de cela, nous pérennisons notre activité, puisque effectivement cette activité d'exploitant de résidence reste notre cœur de métier, bien que nous soyons promoteurs tout de même, et c'est un exploitant quand même qui dicte son cahier des charges aux promoteurs pour favoriser l'exploitation des résidences. Donc on a vraiment une totale cohésion dans la façon d'envisager l'exploitation, aussi bien en amont qu'en aval de l'exploitation de la résidence. Donc sur ce fait, le bail est un bail commercial d'une durée de 11 ans. Et nous occupons également de la phase de revente pour les investisseurs qui souhaitent sortir à un moment donné effectivement du bail commercial à son échéance. On le fait en interne, on s'occupe de la revente. Et dans ce cas-là, c'est déjà plus d'une 80 lots, je crois, sur les 5 dernières années. Alors justement, est-ce que c'est un marché liquide? Est-ce que c'est un marché où la revente se passe bien, rapidement? Quels sont les délais, par exemple? Alors les délais que j'ai en tête sont entre 48 heures et 4 mois, donc ce qui est plutôt rapide, étant donné qu'on a toujours une population en attente. Alors 48 heures, c'est vrai que ça prête à sourire, mais très clairement, vous avez des cas de succession, très clairement, qui peuvent se poser avec des héritiers qui souhaitent vendre rapidement,
Et dans ce cas-là, effectivement, on peut avoir des reventes rapides. Au-delà de cela, ce qui est important de préciser, c'est que c'est un marché liquide où il y a une demande forte, une appétence. Je l'évoquais tout à l'heure, effectivement, on a des résidences sur lesquelles bien, les directeurs de résidence vont s'occuper de capter un petit peu toute l'offre de revente aussi, parce qu'effectivement, on a des investisseurs qui souhaitent investir en local et avoir un produit immédiatement livré et avec une rentabilité immédiate. Donc c'est effectivement une demande aussi importante. Dominique Ménigaud, vous avez une cellule revente importante. Oui. Comment ça fonctionne Oui, en fait, ce qu'il ne vous dit pas, c'est que ce qui est vendu en 48 heures, c'est lui qui a acheté. Donc, la revente, c'est une cellule, une activité extrêmement importante pour une raison simple, c'est que ce marché a besoin d'être organisé au niveau de sa liquidité sur le secondaire. Il a des particularités, ce marché. C'est qu'on parlait de fiscalité. Là, la fiscalité est un élément qui est important. Puisque lorsqu'on parle du meublé, lorsque vous vendez votre bien qui a pu bénéficier d'un amortissement tel que je décrivais tout à l'heure, le nouveau propriétaire va recalculer un amortissement sur la valeur d'acquisition du bien. C'est-à-dire que le même bien immobilier, s'il change de main 3 fois, pourra être amorti 3 fois. Et avec une particularité également, c'est que le principe de l'amortissement s'applique à des acquéreurs qui sont à la fois des acquéreurs français, bien évidemment, mais peu importe leur nationalité. C'est-à-dire qu'un Italien, un Belge, un Anglais qui va acheter une résidence service dans le cadre de ce principe d'amortissement va en bénéficier. Vous êtes Italien, vous mettez un prêt en France, vous déduisez vos intérêts d'emprunt du prêt en France pour l'acquisition de ce bien, vous les passez dans vos charges et vous calculez votre amortissement. Donc c'est un sujet qui intéresse beaucoup les acquéreurs sur le marché secondaire parce que certains cherchent des destinations précises, des emplacements qui apportent une rentabilité immédiate et nous, on a, pour être très transparent avec vous, un intérêt qui est totalement partagé parce que quand on maîtrise la revente, on maîtrise la continuité des exploitations et on maîtrise notre stock qu'on trouve dans le catalogue. Donc oui, c'est un sujet important, on fait à peu près en fonction des années, entre 300 et 400 reventes pour le compte de nos propriétaires, étant entendu que si vous regardez autour de vous, vous en avez peut-être 200 ou 300 qui se font sans nous, et pour des propriétaires qui se débrouillent tout seuls. Alors ça nous ennuie parce qu'on aimerait plutôt maîtriser une plus grande partie de notre marché, mais ça nous rassure aussi parce que ça montre que chaque propriétaire est maître de son bien et est capable de faire ce qu'il veut, le revendre sans forcément passer par l'intermédiaire de la structure qui lui a vendu initialement. Mais ça fait partie du message qui est passé lors de l'acquisition du bien en neuf. C'est-à-dire que lorsqu'on vend un bien sur le marché primaire, quand on vend un bien en neuf, on dit à nos propriétaires, le jour où vous voudrez revendre, venez nous voir, on vous accompagne et ça fait partie du job. Le marché s'est organisé sur la revente, ça c'est relativement récent, hein, Laurent. Oui, alors effectivement, je souscris tout à fait. C'est un point clé. Il faut nous voir ici à la tribune comme des exploitants. Donc un exploitant, il veut garder son fonds de commerce. Donc nous, ça fait plus de 6 ans maintenant qu'on a complètement structuré la revente en interne, à tel point même qu'on ne veut tellement pas que nos clients vendent par eux-mêmes, parce que parfois, il faut quand même le dire, pas très bien conseillés par les agents immobiliers, qui ne connaissent pas forcément bien ce marché. Donc on leur écrit même chaque année, chaque trimestre, une fois par an, on leur envoie un petit courrier en leur disant si vous souhaitez revendre, pensez à nous. D'ailleurs, on doit traiter 400 à 500 reventes tous les ans pour diverses raisons, des événements de la vie ou des gens qui souhaitent tout simplement sortir de ce type d'investissement. Ils sortent dans d'autant bonnes conditions, meilleures conditions, qu'ils passent par nous. D'abord parce que on connaît beaucoup mieux que n'importe qui les résidences et on a, j'allais dire, beaucoup de demandes. 52% des gens qui rachètent derrière sont déjà des clients Résidétudes. Donc c'est dire que ça a un certain succès. Et sur ces mutations, on a une particularité aussi qui est importante pour l'investisseur qui rachète, pour le coup, qui récupère le bien, c'est qu'on repart sur un nouveau bail de 9 ans. C'est-à-dire qu'il ne poursuit pas le bail précédent, mais il signe avec nous un nouveau bail. Donc il a de nouveau une visibilité assez longue sur ce qui va se passer sur son investissement. Et notre job, c'est effectivement d'essayer de capter le plus possible, comme le fait
le font mes confrères, pour garder la maîtrise de la gestion et pouvoir assurer la pérennité de l'exploitation et l'entretien des résidences dans les conditions les plus optimum. Donc voilà, c'est un marché très structuré. Ouais, et justement, à la revente, qu'est-ce qui fait le prix? Alors, chez nous, dans notre marché, il y a un seul critère, c'est le rendement. On sait que quand l'investissement, selon les emplacements, offre entre 4 et 5%, parfois sur certains sites un petit peu plus de rendement, on va trouver un acquéreur très très vite. Mais après, on est sur le marché de l'immobilier. C'est-à-dire qu'un vendeur qui viendrait nous voir en nous demandant un prix de vente qui ne correspond pas au marché, on n'est pas des magiciens non plus. On va pas, et donc, avec un loyer qui tombe par exemple à 3%, là, on pourrait avoir du mal. Mais bon, généralement, ça se passe très très bien. On n'a pas de stock à proprement parler. Alors, nous, on a une particularité, c'est qu'on a des résidences de tourisme et il y a une demande qui est liée sur certaines résidences, qui est la demande liée à l'occupation. Le marché secondaire, parce qu'on a parlé de fiscalité, on a parlé de meublé, mais dans certains axes d'immobilier, en l'occurrence les résidences de tourisme, vous avez un atout supplémentaire, c'est-à-dire que l'immobilier permet de répondre à l'intégralité des objectifs patrimoniaux, que ce soit de la création avec l'aide du crédit, les revenus complémentaires, défiscaliser les économies d'impôts, la préparation de la transmission, tout ce qu'on peut imaginer. La protection familiale, c'est certainement le meilleur vecteur d'investissement pour la protection familiale, notamment avec le crédit. En cas de décès, il y a une transmission de patrimoine et de revenus aux ayants droit. Mais il y a un autre point extrêmement important qui ne doit pas occulter tous les premiers, mais qui sont vraiment des stratégies long terme. Et dans certains cas, on peut gérer le long terme avec le très court terme. C'est-à-dire que je deviens propriétaire, je bénéficie d'avantages fiscaux, j'ai mon bail commercial et j'ai de l'occupation 1 semaine, 2 semaines par an dans ma résidence ou dans les résidences du catalogue. Et ça, c'est un élément déterminant parce que parfois, on a en face de nous des investisseurs potentiels qui se disent « mais oui, mais je me projette à 20 ans, il faut financer l'opération, et puis qu'est-ce qui va se passer entre maintenant et 20 ans ?» C'est long, 20 ans. On sait qu'il faut le faire, faut la faire la démarche, mais parfois on peut avoir peur. Et là, l'élément déclencheur peut aussi parfois être le fait de se faire plaisir à court terme. Dans mon bail, j'ai mon loyer en financier et j'ai le droit d'occuper mon appartement, mon cottage ou alors ceux du catalogue. Et sur le marché secondaire, sur les programmes qui sont concernés, c'est un attrait majeur parce que nous avons des clients qui viennent nous voir pour faire le placement, comme le disait Laurent, chercher une rentabilité, sans fiscalité ou autre. Et là, on est vraiment sur un modèle qui a été décrit d'investissement financier et fiscal. Et en parallèle, on a des résidences où on a vraiment le côté plaisir qui rentre en ligne de compte. Et de se dire que je me fais plaisir, je réponds à mes objectifs, mais en plus, je vais me préparer ma semaine de vacances tous les ans. Et elle est dans mon bail, elle est dans mon contrat avec l'exploitant. Et très bien. Et concernant toujours la revente, c'est pas la fiscalité des revenus fonciers qui s'applique en cas de plus-value, s'il y a une plus-value. Est-ce que cette fiscalité, elle est plus ou moins avantageuse si on vend un peu plus cher que ce qu'on a acheté? Là, vous rentrez dans un cadre fiscal assez traditionnel lié au temps de détention. Donc, il n'y a pas puis j'ai envie de vous poser une question, d'être un peu provocateur. Est-ce que vous préférez gagner un peu d'argent et payer des impôts dessus ou pas en gagner du tout? Ça, c'est l'éternel débat. Mais en logique profonde, les gens qui revendent aujourd'hui, les durées de détention avant la revente se rapprochent quand même d'une durée... on est sur du long terme. Rares sont les opérations de revente qui interviennent rapidement. C'est généralement des accidents de la vie ou autres. Mais quand je vous parlais de 300 à 400 reventes par an, c'est sur un parc d'à peu près 50 000 appartements et maisons en gestion, détenus par à peu près 24 000 propriétaires. Donc c'est extrêmement faible. Et c'est faible pourquoi? Parce qu'à chaque fois on se pose la question. Vous savez, quand vous avez une incidence fiscale, encore on parle de meublé, mais vous avez parfois des incidences où on se dit dans le nu, Pinel par exemple, au bout de 9 ans, forcément tout le monde va revendre. Pas du tout. Les gens conservent parce qu'il y a d'autres alternatives au bout que celle de revendre. Et puis la stratégie immobilière, si c'est de revendre au bout de 9 ans, là je me permets de vous dire que vous prenez quand même un risque majeur parce que dans 9 ans, l'immobilier, sa durée de vie, c'est court. C'est fait pour être détenu plus longtemps que ça. Donc on rentre dans le cadre du régime classique de taxation. On a parlé de la revente, peut-être qu'on peut parler de l'achat dans l'ancien. Vous évoquiez tout à l'heure des revenus
de 4-5%, peut-être un peu plus élevé que dans le neuf. Acheter dans l'ancien a des avantages parce qu'on a l'historique de l'exploitant, on sait comment il gère ses résidences. Finalement, pourquoi acheter dans le neuf? L'historique, vous l'avez aussi dans le neuf, j'ai envie de dire. Vous payez quand même plus de frais d'acquisition. Les frais notaires sont plus élevés dans l'ancien que dans le neuf. Donc déjà, vous rattrapez le petit décalage. Parce que la seule différence, finalement, c'est que, bon, je pense qu'ici, on vend tous nos programmes en état futur d'achèvement. Donc il y a la petite durée qui peut varier entre 1 an et 2 ans, pour faire simple, avant de toucher ses loyers. Donc le débat, il porte uniquement sur cette période. Donc si cette période déjà, elle est un petit peu financée par le fait que je vais payer beaucoup moins de frais d'acquisition pour avoir un investissement qui est flambant neuf, je veux dire, qui est sur des nouvelles normes de construction, qui est à la page, si je peux m'exprimer comme ça, de ce qui se fait de mieux en matière de construction. Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu le même débat. J'achète une voiture d'occasion, j'achète une voiture neuve. Voilà, j'ai peut-être plus intérêt à pousser quand même sur le neuf. Mais après, il n'en demeure pas moins que nous avons des investisseurs dont l'âge est quand même assez avancé, pour qui se projeter sur 1 an et demi, 2 ans, c'est parfois compliqué. Donc la solution alternative de l'ancien, qui leur permet de percevoir immédiatement des revenus, bon, ils ont tendance parfois à la privilégier. Mais il n'y a pas vraiment de concurrence entre les deux. C'est des objectifs assez personnels, en fait. Oui, il y a des cadres fiscaux qui orientent inévitablement vers le neuf. Le Censi-Bouvard s'applique au neuf et vous ne l'aurez pas sur de la revente, sur le marché secondaire. Le meublé, enfin le LMNP, le régime du BIC, voire en meublé non professionnel, vous l'aurez aussi bien sur le neuf que sur le marché secondaire. Ce sont deux approches, ce sont deux logiques d'investissement. Souvent, les clients qui se positionnent sur le marché secondaire sont des clients qui ont d'ailleurs qui font des opérations avec beaucoup plus de cash dedans. C'est parfois des arbitrages patrimoniaux. Je sors du cash de certains placements qui ne me rapportent plus grand-chose et sur lesquels j'ai de la fiscalité pour les mettre dans l'immobilier où j'ai ces avantages qu'on décrivait tout à l'heure. Ce sont des approches totalement différentes. L'enjeu premier, on va inverser la mécanique, on va se mettre vraiment en face de l'investisseur, du client que nous avons tous les jours en face de nous. Quel est son objectif ? Quelle est sa stratégie? Quelle est sa durée pour recréer son patrimoine? Et en fonction de ça, on va s'orienter sur du neuf. En fonction de ça, on va s'orienter vers une fiscalité. Et en fonction de ça, on va peut-être aussi s'orienter, si quelqu'un a besoin de revenus immédiats défiscalisés, on va peut-être regarder tout de suite dans le catalogue de la revente pour répondre aux besoins. Très bien. Guillaume Manchon, peut-être, sur ce sujet? Oui, écoutez, je rejoins mes confrères de ce point de vue-là. Effectivement, l'ancien va concerner des besoins spécifiques, bien souvent, du cash, bien sûr, souvent, qui est immédiatement présent et qui souhaiterait être investi rapidement par un investisseur ou en complément aussi déjà de l'eau dont il peut disposer. Donc on va avoir deux optiques vraiment qui sont liées purement aux objectifs de l'investisseur à la base, sachant qu'effectivement certains souhaiteront plus facilement aller sur du neuf pour justement avoir un produit qui vieillisse, qui soit aux normes actuelles. Ça, c'est un point important aussi, puisqu'on n'a pas encore de question de coût de mise aux normes, mais aujourd'hui, comme c'est le cas dans les EHPAD, mais aujourd'hui, c'est un produit qui n'est pas sujet à ce type d'obligation. Donc, tout porte aussi aujourd'hui les investisseurs à aller vers le neuf par rapport au dispositif et au statut. Très bien. Écoutez, merci. Vous avez été très synthétique parce qu'on est même un peu en avance par rapport au temps qui était imparti. Merci beaucoup de nous avoir suivis. J'espère que nous avons pu répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci.